on va décortiquer ce truc. Avant de plonger, soyons clairs sur l'objet du délit. On parle ici du livre Greenlights de Matthew McConaughey, publié en 2020 chez Crown, une filiale de Penguin Random House à New York. Il faut que tu saches que ce qui suit est un résumé indépendant, une analyse qui ne remplace en aucun cas la lecture de l'œuvre originale. C'est juste ma façon de te mâcher le travail, de te cracher les idées principales pour que tu vois si ça vaut le coup de t'y coller. Oublie les salutations à la con, on est là pour disséquer, pas pour prendre le thé. 1. La philosophie du feu vert. Une approche, pas une recette. La première chose que McConaughey te jette à la figure, c'est que son bouquin n'est ni une autobiographie classique pleine de nostalgie chiante, ni un de ces manuels de développement personnel qui te promettent le bonheur en 3 étapes faciles. Non, il appelle ça un livre d'approche. La nuance est simple mais cruciale. Il ne te dit pas quoi faire. Il te montre comment lui il a fait. Il partage ses histoires, ses philosophies, et à toi de voir si tu peux en tirer quelque chose. Soit en changeant ta réalité, soit, et c'est souvent plus simple, en changeant ta façon de la regarder. L'idée centrale, c'est le feu vert. Un feu vert, c'est une approbation de la vie. Un oui, un continu, que ce soit un succès, une joie, une naissance, ou simplement le fait de trouver une place de parking pile quand on a besoin. On adore tous les feux verts. C'est facile, ça glisse tout seul. Mais le truc, c'est qu'il y a aussi des feux jaunes et des feux rouges. Les emmerdes, les échecs, les deuils, les maladies. Ce sont les moments où la vie te dit stop ou ralentit. Ce qu'il soutient, et c'est le cœur de sa pensée, c'est que ces feux rouges et jaunes peuvent, avec le temps et la bonne perspective, se transformer en feux verts. Le problème d'aujourd'hui devient la bénédiction de demain. La merde dans laquelle tu marches peut, bizarrement, être un coup de chance. Le but du jeu n'est pas d'éviter les feux rouges, c'est impossible. Le but est d'apprendre à les naviguer. Soit tu persistes, soit tu pivotes, soit tu abandonnes pour mieux te battre un autre jour. Le secret de la satisfaction, selon lui, c'est de savoir quand faire quoi. C'est ça, l'art de vivre. Il a passé 35 ans à tenir des journaux, à noter les indices de cette énigme, et ce livre est la synthèse de ses découvertes, une lettre d'amour à la vie, avec ses vérités brutales et ses beautés sauvages. 2. La logique de hors-la-loi. L'héritage familial. Pour comprendre le bonhomme, il faut comprendre d'où il vient. Un Texas profond, une famille où l'amour était aussi réel que les coups étaient violents. Ses parents se sont mariés 3 fois et ont divorcé 2 fois, l'un de l'autre. L'anecdote qu'il raconte pour planter le décor est assez parlante. Un soir, son père rentre du boulot, sa mère le traite de gros lard en lui servant des patates. La table à manger vole contre le plafond. Le père poursuit la mère. Elle lui casse le nez avec le téléphone, sort un couteau de boucher de 30 cm en menaçant de l'étriper. Et lui, en guise de réponse, l'asperge de ketchup comme un torero moqueur. La scène se termine avec les deux à genoux sur le sol de la cuisine, couverts de sang et de ketchup, en train de faire l'amour. Un feu rouge qui vire au vert, comme il dit. C'était ça, leur communication. Brutale, mais jamais mal intentionnée. C'est ce qu'il nomme la logique de hors-la-loi. Un mélange de règles strictes et de la liberté de les enfreindre une fois que t'es assez homme pour ça. La discipline était physique, parce que ça retient ton attention plus vite et que ça ne gaspille pas ta ressource la plus précieuse, le temps. T'as menti sur une pizza volée? Tu te prends une baffe monumentale. Non pas pour le vol, mais pour le mensonge. Parce que mentir à ton père, c'est briser son cœur. Tu dis « je ne peux pas », tu te fais corriger. Tu dis « je déteste », pareil. Les mots avaient un poids, des conséquences. Ils t'apprenaient à ne pas être une victime, à assumer tes conneries. Une éducation qui fabrique des débrouillards, des gens qui bossent dur et qui aiment arnaquer un peu le système. 3. Les leçons de la mère. L'art de la réécriture. Sa mère, Kay, est un personnage à part entière, une reine de la réécriture de la réalité. Une femme qui a vaincu 2 cancers avec de l'aspirine et du déni. Sa devise: marche dans un endroit non pas comme si tu voulais l'acheter, mais comme s'il t'appartenait déjà. Elle lui a appris l'audace, parfois jusqu'à l'absurde. 2 anecdotes illustrent parfaitement cette mentalité. La première, c'est quand il participe au concours de Little Mr. Texas à 7 ans. Toute sa vie, sa mère lui a dit qu'il avait gagné. Photo encadrée dans la cuisine à l'appui.
Des décennies plus tard, en regardant la photo de plus près, il s'aperçoit que sur le trophée, il est écrit finaliste, runner-up. Quand il appelle sa mère pour lui demander des comptes, elle lui répond sans se démonter. Non, le gamin qui a gagné, sa famille avait beaucoup plus d'argent et lui a acheté un costume chic. On appelle ça de la triche. Non, c'est toi, Little Mr. Texas. La réalité ne lui plaît pas, elle la change. Point barre. La deuxième histoire, c'est celle du concours de poésie en 5e. Le poème de Matthew est passable. Sa mère lui montre un poème d'Anne Ashford dans un livre et lui dit « Écris ça ». Il proteste que ce n'est pas le sien. Elle rétorque « Si tu l'aimes, si tu le comprends et s'il signifie quelque chose pour toi, alors il est à toi ». Il a donc plagié le poème, a signé de son nom et a gagné le concours. Sa mère le préparait déjà au métier d'acteur, sans le savoir. Comprendre un texte, se l'approprier et le faire sien, même s'il a été écrit par un autre. Connaître la vérité, voir la vérité et dire la vérité sont 3 expériences totalement différentes, conclut-il. 4. Les leçons du père, rite de passage et masculinité. Son père, Jim, c'était l'autre face de la médaille. Le sens commun, la discipline, l'éthique de travail. Un homme qui t'enseignait les bases avant de te laisser exprimer ton individualité. Il fallait apprendre à bloquer et à plaquer avant de pouvoir jouer comme ailier. C'était un homme à qui on ne la faisait pas, qui respectait la force et les rites de passage. L'histoire la plus marquante est celle de la bagarre avec son frère aîné, Rooster. Un soir, après quelques bières, son père, pour tester la loyauté de son fils devenu le meilleur vendeur de l'entreprise, lui demande de l'aider à voler de la tuyauterie chez son plus gros client. Rooster refuse. Le père le prend comme une trahison et le provoque en duel. « Tu penses que t'es assez homme pour ne pas écouter ton vieux? Tu vas devoir le battre pour le prouver. » La bagarre éclate. Le père est une force de la nature, mais Rooster, acculé, l'assomme avec une planche de bois. Après avoir cru l'avoir tué, il voit son père se relever, non pas pour continuer le combat, mais pour le prendre dans ses bras, en larmes, fier. « C'est mon garçon, ça, lui dit-il. » Rooster venait de passer son rite de passage. Il avait prouvé qu'il était un homme, un égal. À partir de ce jour, son père ne l'a plus jamais défié. Pour le père de McConaughey, il fallait être assez homme pour enfreindre les règles, et donc assez homme pour l'affronter. C'était une forme de respect tordue, mais profonde. La structure est nécessaire pour avoir la liberté. Il faut des frontières pour être créatif. Il faut de la discipline pour pouvoir ensuite improviser. C'est la leçon fondamentale qu'il tire de son père. 5. Les autres rites de passage et les premières cicatrices. Le deuxième frère, Pat, a eu droit lui aussi à son baptême du feu paternel, une histoire encore plus absurde et révélatrice de la mentalité du paternel. Un soir, au fin fond du Texas, le père de McConaughey, complètement ivre avec ses potes, parie qu'il peut pisser plus haut que la tête de l'homme le plus grand de la bande, un certain Fred Smither, qui mesure plus de 2 mètres. Il échoue, mais refuse la défaite et parie la motocross que son fils Pat rêve d'avoir contre son propre camion que son gamin, lui, y arrivera. Le voilà donc qui fait 2 heures de route en pleine nuit pour aller chercher Pat, 8 ans. Le réveille, le force à boire des bières sur le chemin du retour pour bien remplir sa vessie et lui fait tenir une envie pressante pendant tout le trajet. Arrivé sur place, devant une bande de types avinés, le gamin en slip et manteau doit exécuter l'exploit. Et il y arrive. Il pisse plus haut que la tête de Fred et gagne la moto. La leçon? Le père valorisait le culot, le pari insensé, et était prêt à tout risquer, même la dignité de son fils, pour gagner un truc plutôt que de l'acheter. Il fallait être un homme, et pour lui, ça voulait dire relever des défis stupides et avoir une sacrée pression dans la vessie et dans la vie. Cette jeunesse n'est pas qu'une suite d'anecdotes légères et amusantes. McConaughey y aborde des facettes bien plus sombres. Il raconte avoir vécu des épreuves traumatisantes, notamment une première expérience intime sous la contrainte à 15 ans qui l'a longtemps tourmenté. Plus tard, à 18 ans, il a subi une grave agression physique par un homme alors qu'il était dans un état de grande vulnérabilité. Ces événements sont livrés sans pathos, comme des faits bruts, des cicatrices qui font partie de son parcours. Il refuse d'adopter une posture de victime. C'est peut-être là l'héritage le plus profond de sa logique de hors-la-loi. On encaisse les coups, on affronte des épreuves terribles, mais on ne laisse jamais cela nous définir.
On se relève et on continue d'avancer. C'est une philosophie qui illustre sa conviction que le monde conspire à son bonheur, car il a toujours su rebondir et se construire une vie meilleure que ses pires cauchemars. 6. L'Australie, un an de non pour apprendre le oui. Le premier vrai tournant, le premier grand feu rouge de sa vie, c'est son année d'échange en Australie. À 18 ans, il part pour un an près de Sydney, pensant vivre le rêve australien. Surf, plage et filles. La réalité est tout autre. Il atterrit à 1h30 de la côte dans une petite ville paumée du nom de Gorokan, au sein d'une famille d'accueil, les Dooley, qui s'avère être un cauchemar. Il y a le père, un ex-militaire rigide qui dirige sa maison comme une caserne, la mère qui semble terrorisée, et 2 autres frères, un autre étudiant d'échange et le fils biologique, un gamin perturbé qui passe ses journées à construire des pièges dans le jardin. La maison est à peine plus grande qu'un mobil-home et il n'y a absolument rien à faire. C'est l'isolement total. C'est la première fois de sa vie qu'il est confronté à l'ennui, un ennemi bien plus terrible que n'importe quelle correction physique. Pendant cette année, il cumule les jobs les plus ingrats. Il nettoie des cages à poules, il est l'assistant d'un avocat qui ne lui parle jamais. Il bosse dans une banque où il se fait virer pour avoir été trop sympathique avec les clients. La situation avec sa famille d'accueil se dégrade, au point que, suite à une dispute surréaliste, ils arrêtent de lui parler. Pendant 6 mois, il vit sous leur toit sans échanger un seul mot avec eux. C'est une torture psychologique. Il écrit plus de 700 pages de lettres à sa copine aux États-Unis, il médite pendant des heures, il devient végétarien par manque d'argent et par rébellion silencieuse. Il atteint un point de rupture, un moment où il questionne sa propre santé mentale. Il appelle son père pour rentrer, mais celui-ci est intraitable. « Tu ne peux pas rentrer, tu vas jusqu'au bout. On ne rentre pas comme ça. » C'est un feu rouge, un non catégorique. Il est coincé. C'est dans ce dénuement, dans cette solitude extrême, qu'il commence à se trouver. Privé de tout ce qui le définissait, ses amis, sa famille, son environnement, il est obligé de se demander qui il est vraiment. C'est une année passée dans le non absolu, un long hiver sans chaussures. Mais c'est cette expérience qui va forger sa résilience et sa capacité à trouver des feux verts, même dans les situations les plus sombres. Cet enfer australien, avec le recul, devient un feu vert majeur, une initiation forcée à l'introspection. 7. Le virage, du droit au cinéma. De retour aux États-Unis, il entre à l'Université du Texas à Austin, initialement avec l'idée de faire des études de droit. C'était le plan sûr, celui qui plaisait à son père. Gagner de l'argent, avoir un statut, assurer la sécurité de sa famille. Pendant 2 ans, il suit ce chemin, mais son cœur n'y est pas. Les histoires qu'il aime, ce ne sont pas celles des prétoires, mais celles qu'on raconte, qu'on met en scène. Le déclic se produit lors d'une conversation avec un ami, juste avant ses examens de mi-parcours. Il réalise qu'il ne veut pas passer les 10 prochaines années de sa vie à étudier quelque chose qui ne l'anime pas pour ensuite faire un métier qui ne l'animera pas plus. La peur de rater sa vie le tenaille plus que la peur de décevoir son père. Il décide de tout plaquer pour s'inscrire en école de cinéma. La partie la plus difficile, c'est l'annonce à son père. Il sait que son père valorise la stabilité, le travail acharné et voit le monde du cinéma comme un univers de fumeurs de joints et de fils à papa. Il appréhende la confrontation. Il appelle son père, le cœur battant, et lui expose son projet. Il s'attend à une explosion, à un non catégorique, un peu comme pour l'Australie. Mais à sa grande surprise, après un long silence, son père lui répond « Tu ne veux pas faire ça, hein ?» Matthew confirme. « D'accord, dit son père. Ne fais pas quelque chose à moitié. Ne deviens pas un avocat à moitié. » Et c'est tout. Pas de colère, pas de sermon. Juste une validation, un feu vert inattendu. Pourquoi? Parce que son père a vu qu'il était sérieux. Ce n'était pas un caprice. C'était un choix mûrement réfléchi, une décision d'homme. Et, comme pour le combat avec son frère Rooster, une fois que tu as prouvé que tu es sérieux dans ton engagement, même si ça va à l'encontre de ses propres valeurs, son père respecte ça. C'est un moment fondateur pour McConaughey. C'est le moment où il prend consciemment les rênes de sa propre vie, où il choisit son propre chemin, non pas en opposition à son père, mais avec sa bénédiction, aussi surprenante soit-elle. C'est la première fois qu'il crée son propre feu vert,
par la force de sa conviction. 8. Premier pas est alright, alright, alright. Une fois en école de cinéma, les choses ne se passent pas comme dans un conte de fées. Il n'est pas le plus talentueux, il n'est pas le plus brillant, mais il a une chose que les autres n'ont pas. Une éthique de travail héritée de son père et une faim de loup. Il sait qu'il doit compenser son manque de talent inné par un travail acharné. Il commence par réaliser des petits films, des publicités locales. Il apprend sur le tas, il se plante, il recommence. Un soir, dans un bar d'hôtel à Austin, il rencontre un directeur de casting, Don Phillips, qui est en ville pour un film appelé Dazed and Confused, Génération rebelle en VF. Ils boivent des coups toute la nuit. McConaughey est lui-même, charmeur, grande gueule, un peu philosophe de comptoir. À la fin de la soirée, Phillips lui dit « Tu sais, il y a un personnage dans le film, Wooderson. Je crois que tu pourrais être ce gars. » Il obtient une audition. Le personnage de Wooderson est un type un peu plus âgé qui traîne encore avec les lycéens, obsédé par les voitures, la musique et les filles plus jeunes. McConaughey se prépare pour sa première scène. Il est nerveux. Il se dit « Qui est Wooderson ?» Il pense à son frère Rooster, à sa philosophie de vie. Wooderson aime 4 choses: sa voiture, le rock, l'herbe et les filles. Il se met dans la peau du personnage. Juste avant que le réalisateur Richard Linklater ne crie « Action », il se souvient d'une phrase de Jim Morrison des Doors dans un live juste avant une chanson. « All right, all right, all right ». C'est ce qui lui vient à l'esprit. Et il lâche ces 3 mots. « All right, all right, all right ». C'est la toute première réplique qu'il prononce dans un film professionnel. C'est une improvisation totale, née de l'instant, de son immersion dans le personnage. Ce n'était pas dans le script. C'est devenu sa signature, une sorte de mantra. C'est un feu vert parfait, un mélange de préparation, d'opportunité et d'instinct. Il n'a pas cherché à être brillant, il a juste cherché à être vrai. Et c'est cette vérité qui a fonctionné. C'est le début de sa carrière, né d'une rencontre improbable dans un bar et de 3 mots improvisés. 9. La mort du père et la montée vers la gloire. Juste après le tournage de Dazed and Confused, alors que sa carrière commence à peine à décoller, McConaughey est frappé par une tragédie. Son père meurt subitement d'une crise cardiaque pendant qu'il faisait l'amour avec sa mère. C'est exactement comme ça qu'il avait toujours dit qu'il partirait. C'est un choc monumental, un feu rouge absolu. Il perd son héros, son mentor, son principal adversaire et son plus grand fan, tout ça en même temps. La dynamique familiale est bouleversée. La veille de sa mort, il avait eu une dernière conversation avec lui, où son père lui avait, à sa manière, donné sa bénédiction pour sa carrière d'acteur, en lui disant de ne jamais faire les choses à moitié. Cette mort est une épreuve terrible, mais elle agit aussi comme un détonateur. Il ressent une urgence nouvelle, la nécessité de vivre pleinement, de ne pas perdre de temps, de rendre son père fier où qu'il soit. C'est un de ces moments où un non de la vie, le plus brutal qui soit, se transforme en un oui pour l'avenir. La perte le pousse à s'investir encore plus dans son travail. Après Dazed and Confused, il décide de déménager à Hollywood. Il n'a pas un rond, il dort sur le canapé d'amis. Il décroche un rôle plus important dans Le droit de tuer, A Time to Kill, face à des acteurs comme Samuel L. Jackson et Sandra Bullock. C'est son premier grand rôle principal et le film est un énorme succès. Du jour au lendemain, il devient une star. Il est le nouveau visage d'Hollywood, le Golden Boy texan. L'argent, la célébrité, les femmes, tout arrive d'un coup. C'est une avalanche de feux verts. Il profite de cette période, il s'amuse, il vit la vie de star à 100 à l'heure. Il enchaîne les comédies romantiques, il devient le roi du mec torse nu sur la plage. C'est facile, c'est bien payé et ça plaît au public. Mais au fond de lui, il sent que quelque chose cloche. Il est en train de se perdre, de devenir une caricature de lui-même. La motivation n'est plus la même. Il n'est plus le jeune acteur affamé qui se bat pour chaque rôle. Il est devenu confortable. Trop confortable. Il réalise que le succès peut être un piège aussi dangereux que l'échec. C'est un feu vert qui peut te conduire tout droit dans le mur si tu ne fais pas attention. Il est en pilote automatique et il commence à s'ennuyer. Et l'ennui, depuis l'Australie, il sait que c'est son pire ennemi. 10. Le méconnaissance. L'art de dire non. C'est là qu'intervient une décision radicale.
Au sommet de sa gloire dans les comédies romantiques, il décide de tout arrêter. Il dit à son agent, plus de comédies romantiques, peu importe le chèque. C'est une décision que personne dans son entourage ne comprend. Il refuse des offres de plusieurs millions de dollars. Hollywood ne sait plus quoi faire de lui. S'il n'est plus le roi de la comédie romantique, qui est-il? Pendant près de 2 ans, il ne tourne quasiment pas. Les offres se tarissent. Les gens pensent qu'il a disparu, qu'il a quitté le métier. C'est un exil volontaire, une période de jachère. Il passe ce temps loin des projecteurs, avec sa future femme, Camila Alves, et la naissance de son premier enfant. Il se recentre sur ce qui compte vraiment pour lui, sa famille et le type d'acteur qu'il veut être. Il sait que pour que Hollywood le voie différemment, il doit d'abord disparaître des radars. Il doit se faire oublier pour pouvoir se réinventer. C'est un énorme pari, un feu rouge qu'il s'impose à lui-même. Et puis, lentement, les choses commencent à changer. Le téléphone sonne à nouveau, mais cette fois, ce ne sont plus les mêmes propositions. Ce sont des rôles plus petits, dans des films indépendants, mais plus sombres, plus complexes, plus intéressants. Des réalisateurs comme William Friedkin, Killer Joe, ou Steven Soderbergh, Magic Mike, l'appellent pour des rôles à contre-emploi. Il accepte, même pour des salaires bien inférieurs à ce qu'il touchait avant. Il veut juste faire du bon travail à nouveau, se sentir mis au défi. Et ça marche. Le public et la critique redécouvrent un acteur qu'ils pensaient connaître. C'est le début de ce que les médias ont appelé le méconnaissance. Cette période culmine avec la série True Detective et le film Dallas Buyers Club, pour lequel il perd plus de 20 kilos et remporte l'Oscar du meilleur acteur. En disant non à ce qui était facile et lucratif, il a créé un espace pour que de nouvelles opportunités, plus alignées avec ses aspirations profondes, puissent émerger. Il a transformé un long feu rouge en une série de feux verts éclatants, prouvant que parfois, le chemin le plus rapide vers le succès est de savoir prendre une longue pause. 11. La philosophie sur la route. Le voyage en Airstream. Un autre élément clé de sa philosophie de vie est son rapport au voyage, et plus particulièrement à son Airstream, cette caravane en aluminium emblématique. Pour lui, ce n'est pas juste un véhicule, c'est une métaphore de sa vie. Il a acheté sa première Airstream après un de ses premiers gros succès. Et depuis, il a traversé les États-Unis d'un bout à l'autre à plusieurs reprises. La route est pour lui un lieu de réflexion, de rencontre et de liberté. C'est dans son Airstream qu'il a pris certaines de ses plus grandes décisions. C'est un moyen de rester ancré, de ne pas se laisser griser par la bulle de Hollywood. La route le ramène à l'essentiel, un espace de vie minimaliste où chaque objet a sa place et sa fonction, et un horizon qui change constamment. Il raconte de nombreuses anecdotes de voyage, comme celle où il se fait arrêter nu en train de jouer du bongo en pleine nuit, une histoire qui a fait le tour des tabloïds. Loin d'en avoir honte, il l'assume complètement, comme un autre de ses feux verts déguisés, une affirmation de sa liberté et de son refus des conventions. Pour lui, la route est une source inépuisable d'histoires et de leçons. C'est une manière de se confronter au réel, de rencontrer des gens de tous horizons, de briser la routine. La maison est là où tu es. Et quand tu as une maison sur roue, tu peux être n'importe où. Cette mobilité est pour lui une forme de richesse. Elle lui permet de ne jamais se sentir coincé, ni géographiquement, ni mentalement. L'Airstream est son vaisseau spatial personnel. Un outil pour naviguer non seulement les routes américaines, mais aussi les hauts et les bas de sa propre existence. C'est une métaphore de son approche de la vie. Toujours en mouvement, prêt à changer de direction, mais avec un camp de base solide et familier où se retrouver. C'est la liberté et la sécurité en un seul objet. 12. L'importance des journaux et des bumper stickers. Le livre lui-même est né de la relecture de 35 ans de journaux intimes. McConaughey explique qu'il n'a jamais écrit pour se souvenir, mais pour oublier. Pour vider son esprit, pour mettre de l'ordre dans ses pensées, pour pouvoir ensuite passer à autre chose. Ces journaux sont une collection de tout. Des histoires, des poèmes, des prières, des notes sur ses succès et ses échecs, des réflexions sur ce qui a du sens dans la vie. C'est en se replongeant dans cette matière brute en solitaire dans le désert qu'il a trouvé le fil rouge de son livre, la thématique des feux verts.
Il a aussi une obsession pour ce qu'il appelle les bumper stickers, ces autocollants pour pare-chocs. Pour lui, ce sont des petites phrases, des slogans, des maximes qui encapsulent une pensée, une philosophie, de manière concise et percutante. Il en a collecté toute sa vie, que ce soit des choses qu'il a entendues, lues ou qu'il a inventées lui-même. Le livre est parsemé de ces bumper stickers qui agissent comme des ponctuations philosophiques. Des phrases comme « La vérité n'est offensante que lorsque nous mentons » ou parfois « Il faut reculer pour avancer » ou encore « Ne fais pas du mieux que tu peux, fais ce qu'il faut ». Ces petites phrases sont des outils pour se recaler, des rappels de ses propres principes. C'est une façon de transformer des idées complexes en concepts simples et mémorables. C'est une partie intégrante de sa logique de hors-la-loi. Trouver des raccourcis, des axes mentaux pour naviguer la complexité du monde. Ce ne sont pas des vérités universelles, mais des outils personnels qui ont fonctionné pour lui. Le fait de les partager est une invitation au lecteur à trouver ses propres bumper stickers, ses propres mantras pour avancer. La relation avec Camila et la paternité. Un autre tournant majeur dans sa vie est sa rencontre avec Camila Alves. Avant elle, il vivait une vie de célibataire hollywoodien assez classique. Il avait du mal à trouver quelqu'un qui ne soit pas impressionné par sa célébrité ou qui corresponde à son idéal féminin. Un mélange de grâce, d'intelligence et d'indépendance. Un soir, dans un club, il la voit et c'est le coup de foudre. Mais au lieu de jouer le grand jeu de la star, il se contente de l'inviter à sa table avec ses amis. Elle ne semble pas particulièrement impressionnée par qui il est et c'est précisément ce qui l'attire. Elle reste elle-même authentique. Elle ne tombe pas dans le panneau du star system. Il raconte comment, le premier soir, elle a refusé de l'embrasser et a préféré dormir dans la chambre d'amis. Ce refus, ce petit feu rouge, n'a fait que renforcer son désir. Il a dû la courtiser vraiment, faire des efforts, ce à quoi il n'était plus habitué. Cette relation, et surtout la naissance de leur premier enfant, Levi, a été une révolution. Il a toujours su qu'il voulait être père. C'était la seule chose dont il était certain depuis son plus jeune âge. La paternité l'a ancré d'une manière nouvelle. Ça l'a forcé à penser au-delà de lui-même, à l'héritage qu'il voulait laisser. C'est en grande partie ce qui l'a poussé à faire sa pause des comédies romantiques. Il ne voulait pas que ses enfants le voient uniquement comme le mec torse nu sur la plage. Il voulait qu'il soit fier de son travail, de ses choix. La paternité a réorganisé ses priorités. Le succès pour le succès ne l'intéressait plus. Il voulait un succès qui ait du sens. Il raconte comment il a dû négocier avec Camila l'idée du mariage. Il n'était pas sûr de vouloir se marier, mais c'était important pour elle. Il a dû faire face à ses propres peurs de l'engagement, probablement héritées de la relation tumultueuse de ses parents. Finalement, il a réalisé que le mariage n'était pas une fin, mais un début, une nouvelle aventure. C'est un autre exemple de sa philosophie. Faire face à la peur, l'analyser et souvent se rendre compte qu'elle est moins terrifiante qu'elle n'y paraît. Sa famille est devenue son port d'attache, la base solide qui lui permet de prendre des risques dans sa carrière. 14. L'art de courir en descente et de trouver sa fréquence. McConaughey utilise une métaphore intéressante pour décrire les périodes de succès. L'art de courir en descente. Quand tout va bien, quand les feux verts s'enchaînent, le danger est de se laisser emporter, de perdre le contrôle et de se casser la figure. Courir en descente demande une forme de discipline particulière. Il ne faut pas se retenir, mais il ne faut pas non plus se laisser aller complètement. Il faut trouver le bon rythme, la bonne fréquence. C'est une question d'équilibre entre l'effort et le lâcher-prise. C'est ce qu'il a appris pendant sa période de méconnaissance. Après avoir travaillé dur pour obtenir ses nouveaux rôles, il a dû apprendre à faire confiance au processus, à ne pas suranalyser, à laisser les choses venir à lui. Cette idée de fréquence est centrale. Il parle de trouver sa fréquence, comme on chercherait la bonne station de radio. Quand on est sur la bonne fréquence, on est en phase avec soi-même et avec le monde. Les choses semblent plus faciles, les coïncidences heureuses se multiplient. Ce n'est pas de la magie, c'est une question d'alignement. Il raconte une expérience au Pérou où il a fait un voyage initiatique après avoir ressenti le besoin de se reconnecter avec lui-même. Là-bas,
Il a participé à des rituels et a eu une sorte de vision ou de rêve intense où il s'est vu vomir un œil de démon noir, qui représentait ses propres démons intérieurs, son ego mal placé. Cette expérience, bien que surréaliste, l'a aidé à se nettoyer, à se débarrasser de ce qui l'encombrait mentalement et à retrouver sa fréquence. Trouver sa fréquence, c'est se débarrasser du bruit, des attentes des autres, des fausses ambitions, pour se concentrer sur ce qui résonne vraiment en soi. C'est un travail constant de calibration. Parfois, il faut s'isoler, comme il l'a fait en Australie ou dans son Airstream, pour pouvoir s'entendre, penser et retrouver cette fréquence. 15. La flèche ne cherche pas la cible, c'est la cible qui attire la flèche. C'est un des bumper stickers les plus philosophiques du livre. La flèche ne cherche pas la cible, c'est la cible qui attire la flèche. Cette phrase inverse la perspective habituelle sur l'ambition et la réussite. Au lieu de se focaliser sur l'effort acharné pour atteindre un but, l'idée est de se transformer soi-même en une cible si attractive que le succès, la flèche, vient à vous naturellement. Comment devient-on une cible attractive? En étant préparé, en étant excellent dans ce qu'on fait, en étant authentique, en étant sur sa bonne fréquence. Si tu es la meilleure version de toi-même, si tu es prêt à saisir les opportunités, alors les opportunités se présenteront. C'est ce qui s'est passé avec Dazed and Confused. Il n'a pas cherché ce rôle. Il était simplement dans un bar, en train d'être lui-même, mais il était aussi un étudiant en cinéma qui avait travaillé dur, qui avait des choses à dire. Il est devenu une cible pour le directeur de casting. C'est aussi ce qui s'est passé pour le méconnaissance. En disant non, en se retirant du jeu, il a paradoxalement rendu sa cible plus désirable pour un certain type de projet. Il a changé la nature de sa cible et donc il a attiré des flèches différentes. Cette philosophie est un mélange de volontarisme et de lâcher-prise. Il faut faire le travail, il faut se préparer, il faut construire la meilleure cible possible. Mais une fois que c'est fait, il faut aussi faire confiance, lâcher prise sur le résultat et laisser la flèche venir. C'est l'anti-acharnement. L'idée n'est pas de forcer les portes, mais de devenir la personne que l'on a envie de laisser entrer. C'est une approche plus élégante, plus cool de l'ambition, très en phase avec son personnage. Il ne s'agit pas d'être passif, mais de comprendre que l'attraction est une force plus puissante que la poursuite. 16. La relativité de la vérité et l'héritage. Le livre est traversé par une réflexion sur la nature de la vérité. De sa mère, qui réécrit l'histoire du concours de Little Mr. Texas, à sa propre expérience d'acteur, qui consiste à s'approprier la vérité d'un autre, McConaughey montre que la vérité est souvent une question de perspective. Il distingue connaître la vérité, voir la vérité et dire la vérité, comme trois expériences différentes. On peut connaître une vérité intérieurement, mais la façon dont on la voit et dont on la communique peut varier énormément. Il ne s'agit pas de prôner le mensonge, mais de reconnaître que notre perception de la réalité est subjective. C'est ce qu'il appelle se mettre en relatif avec l'inévitable. La mort est inévitable. Les emmerdes sont inévitables. Ce qui est relatif, c'est notre façon d'y réagir, l'histoire qu'on se raconte à leur sujet. Cette idée se connecte à la notion d'héritage. À la fin du livre, il réfléchit à ce que signifie vivre son héritage maintenant. Au lieu d'attendre la fin de sa vie pour voir quel héritage on laisse, il propose de vivre chaque jour en accord avec les valeurs que l'on veut transmettre. Ton héritage, c'est pas ce qui sera écrit sur ta tombe. C'est la somme de toutes tes actions, de tous tes choix, jour après jour. C'est une invitation à être conscient de l'impact que l'on a, non pas dans 50 ans, mais aujourd'hui. En vivant authentiquement, en étant un bon père, un bon mari, un bon professionnel, il vit déjà son héritage. Il n'attend pas la postérité pour le définir. Il le construit en temps réel. C'est la conclusion logique de sa philosophie. La vie n'est pas une préparation pour quelque chose qui viendra plus tard. La vie, c'est maintenant. Le résumé de ta vie, ton CV, se construit chaque jour en route vers ton éloge funèbre, ton épitaphe. À toi d'écrire un CV qui soit à la hauteur de l'éloge funèbre que tu aimerais avoir. 17. Le concept de valeur et le pourquoi. La structure du livre, au-delà de la chronologie de sa vie, repose sur une exploration constante de ses valeurs. Ce ne sont pas des valeurs morales abstraites, mais des principes d'action très concrets,
forgés dans le feu de l'expérience. La loyauté, l'honnêteté, même brutale, le travail acharné, la responsabilité, le respect des rites de passage. Toutes ces valeurs lui viennent de son éducation. Mais le livre montre comment il a dû les tester, les remettre en question et se les réapproprier pour qu'elles deviennent vraiment les siennes. Par exemple, la valeur du travail acharné de son père. Il l'a appliquée à l'école de cinéma pour compenser un talent qu'il ne jugeait pas exceptionnel. La valeur de la loyauté. Il l'a testée lors de la confrontation avec son père au sujet du vol de tuyaux, choisissant la loyauté envers ses propres principes, ne pas trahir un client, plutôt que la loyauté aveugle envers son père, et gagnant ainsi son respect. Cette quête de valeur est liée à une question centrale qui revient tout au long du livre, le pourquoi. Pourquoi fait-on ce qu'on fait? Quand il était au sommet de sa gloire dans les comédies romantiques, il a perdu son pourquoi. Il le faisait pour l'argent, pour la célébrité, mais plus pour la bonne raison, qui est l'amour du jeu, le défi artistique. Sa période de jachère a été une quête pour retrouver un pourquoi plus solide. Devenir père lui a donné un nouveau pourquoi. Être un modèle pour ses enfants. L'idée sous-jacente est que si ton pourquoi est clair et fort, le comment devient plus facile. Les décisions sont plus simples à prendre. Dire non à un chèque de plusieurs millions de dollars est facile si ton pourquoi est de faire un travail dont tu es fier, et non d'accumuler de l'argent. Le livre est une invitation pour le lecteur à clarifier son propre pourquoi. Quels sont les principes non négociables qui guident ta vie? Une fois que tu as identifié ça, beaucoup de feux rouges deviennent plus faciles à naviguer, parce que tu sais dans quelle direction tu veux vraiment aller. 18. L'humour comme mécanisme de survie. Un des aspects les plus frappants du livre est l'omniprésence de l'humour. Même lorsqu'il raconte les histoires les plus sombres ou les plus violentes, il y a presque toujours une tournure comique, une absurdité qui désamorce le drame. La bagarre sanglante entre ses parents, qui se termine par une séance de sexe sur le sol de la cuisine couvert de ketchup, est une scène d'une violence inouïe. Mais la façon dont il la raconte, avec le père jouant au torero avec la bouteille de Heinz, la rend presque burlesque. L'histoire de son frère obligé de pisser plus haut que la tête d'un géant pour gagner une moto est à la fois une histoire de pression paternelle et une farce monumentale. Cet humour n'est pas une façon d'éviter la douleur, c'est une façon de la traiter. C'est un mécanisme de survie, un outil pour ne pas sombrer dans le pathos ou l'auto-apitoiement. Il le dit lui-même. L'humour a été l'un de mes grands professeurs. Il m'a aidé à gérer la douleur, la perte et le manque de confiance. C'est une forme de résilience. Si tu peux rire d'une situation, même la pire, c'est que tu as déjà commencé à la surmonter. C'est une façon de reprendre le contrôle du récit, de ne pas laisser la tragédie avoir le dernier mot. Le ton du livre, ce mélange constant de brutalité et de légèreté, est l'incarnation de cette philosophie. La vie est dure, elle est souvent absurde, mais elle est aussi incroyablement drôle si on sait où regarder. C'est une autre façon de transformer un feu rouge en feu vert. En trouvant l'angle comique, on change la nature même du problème. 19. Persister, pivoter ou concéder. La stratégie face aux obstacles. Face à un obstacle, un feu rouge, McConaughey propose une grille de lecture simple mais efficace, composée de 3 options. Persister, pivoter ou concéder. Le secret de la satisfaction réside dans le choix de la bonne option au bon moment. Persister, c'est continuer à pousser dans la même direction, malgré les difficultés. C'est ce qu'il a fait quand il a décidé de devenir acteur. Il a persisté dans ses études de cinéma, même s'il n'était pas le plus doué, parce qu'il savait que c'était sa voie. Pivoter, c'est changer de tactique pour atteindre le même objectif. C'est ce qu'il a fait lors de son méconnaissance. Son objectif était toujours d'être un acteur qui a du succès, mais il a pivoté d'une stratégie, les comédies romantiques à une autre, les films indépendants et les rôles à contre-emploi pour y parvenir d'une manière plus satisfaisante. Concéder, c'est abandonner, agiter le drapeau blanc pour vivre et se battre un autre jour. C'est souvent vu comme un échec, mais pour lui, c'est une stratégie tout aussi valable que les autres. C'est reconnaître qu'un combat est perdu d'avance et qu'il vaut mieux économiser son énergie pour une autre bataille. C'est ce que son frère Rooster a failli faire face à son père avant de décider de persister dans la confrontation.
savoir quand concéder est une forme de sagesse. Le choix entre ces trois options n'est pas intellectuel, il est souvent intuitif. C'est une question de sentir la situation. Est-ce que cet obstacle est un test de ma détermination? Persister. Est-ce un signe que je dois essayer une autre approche? Pivoter. Ou est-ce un mur infranchissable qui me dit d'aller voir ailleurs, concéder? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse dans l'absolu. La clé est d'être honnête avec soi-même et de prendre une décision consciente plutôt que de subir la situation passivement. C'est une façon de rester l'acteur de sa propre vie, même face aux pires difficultés. 20. La solitude comme outil de calibration. Un thème récurrent dans le livre est l'importance de la solitude. Pas la solitude subie et douloureuse, mais la solitude choisie, comme un outil pour se retrouver. Sa première expérience de solitude intense et non désirée a été en Australie, et c'est là qu'il a commencé à se forger une vie intérieure. Plus tard, il a activement recherché ces moments de solitude. Le voyage en solitaire au Pérou, les longues traversées des États-Unis dans son Airstream, ou le séjour d'isolement dans le désert pour écrire ce livre, sont autant d'exemples de cette quête. Pourquoi cette solitude est-elle si importante pour lui? Parce que c'est le seul moyen de se déconnecter du bruit du monde extérieur, les attentes des autres, les dictats de la célébrité, les distractions constantes de la vie moderne. C'est dans le silence et l'isolement qu'il peut s'entendre penser, relire ses journaux, faire le point sur sa vie et recalibrer sa fréquence. C'est un processus d'hygiène mentale. Tout comme on nettoie son corps, il faut nettoyer son esprit du superflu. La solitude lui permet de faire la différence entre ses propres désirs et ceux que la société lui projette dessus. C'est dans ces moments qu'il a pris ses décisions les plus importantes, comme celle de quitter le droit pour le cinéma ou d'arrêter les comédies romantiques. Le monde moderne nous pousse à être constamment connectés, à combler chaque vide. McConaughey propose l'inverse, chérir le vide, l'utiliser comme un espace de création et de réflexion. C'est dans le vide que l'on peut trouver ce qui compte vraiment. C'est un autre paradoxe de sa philosophie. C'est en s'isolant du monde qu'on trouve la meilleure façon de s'y connecter de manière authentique. 21. La structure du livre. Un album plutôt qu'un récit linéaire. McConaughey insiste sur le fait que son livre n'est pas une mémoire traditionnelle, mais un album, un disque. Cette distinction est importante pour comprendre la structure de l'œuvre. Un album de musique ou de photos n'est pas forcément une narration continue et chronologique. C'est une collection de moments, de pistes, qui, mises ensemble, créent une atmosphère, racontent une histoire plus grande, mais peuvent aussi être appréciées individuellement. Le livre fonctionne exactement de cette manière. Bien qu'il suive globalement le fil de sa vie, de son enfance à sa carrière d'adulte, il est constamment interrompu par des pistes non narratives, des poèmes, des prières, des notes issues de ses journaux et surtout ses fameux bumper stickers. Ces interruptions cassent le rythme d'une autobiographie classique et forcent le lecteur à faire une pause, à réfléchir à une idée avant de reprendre le fil de l'histoire. Par exemple, après avoir raconté une anecdote sur la discipline brutale de son père, il peut insérer un bumper sticker comme « Les conséquences, ça marche » dans les deux sens. Cela transforme l'anecdote en une leçon plus générale. Cette structure fragmentée reflète la façon dont la mémoire elle-même fonctionne. Non pas comme un film linéaire, mais comme une série de flashs, d'images, de sensations et de leçons apprises. En choisissant cette forme, McConaughey rend la lecture plus active. Il ne se contente pas de dérouler sa vie, il invite le lecteur à faire des connexions, à piocher ce qui l'intéresse, à créer son propre parcours à travers le livre. C'est cohérent avec son idée d'approche. Plutôt que de recette. Il ne donne pas un chemin tout tracé, il donne une carte pleine de points d'intérêt et c'est au lecteur de tracer son propre itinéraire. 22. Le rêve et la réalité. Je me suis toujours plus éclaté dans la vie que dans mes rêves. C'est une autre de ces maximes clés qui peut sembler contre-intuitive. On pense souvent au rêve comme un refuge, un endroit où tout est possible. Lui, il affirme que la réalité a toujours été plus généreuse et plus surprenante que ses propres rêves. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas rêver, mais plutôt qu'il ne faut pas se laisser emprisonner par ses rêves. Un rêve peut devenir une limite.
Si tu rêves de devenir une star de cinéma et que tu imagines ça d'une certaine manière, tu risques de passer à côté d'opportunités réelles qui ne correspondent pas exactement à cette image. Sa carrière en est le parfait exemple. Il n'aurait jamais rêvé de commencer par un petit rôle comme Wooderson ou de devoir passer par une traversée du désert de 2 ans pour se réinventer. La réalité a été plus étrange, plus compliquée, mais finalement plus riche que n'importe quel plan qu'il aurait pu imaginer. Cette philosophie est une invitation à rester ouvert à l'imprévu, à ce que la vie nous propose, même si ça ne correspond pas à notre vain plan. C'est l'idée que le meilleur scénario est souvent celui qu'on n'a pas écrit. Il y a une forme d'humilité là-dedans. Reconnaître que notre imagination est limitée et que l'univers a souvent des plans plus intéressants pour nous que ceux que nous avons pour nous-mêmes. C'est une autre facette du lâcher-prise. Il faut avoir une direction, une intention, la cible, mais il faut aussi être capable de dévier de la route si une opportunité inattendue se présente. C'est l'équilibre entre la volonté et la flexibilité. Rêver, oui, mais avec les yeux grands ouverts sur la réalité, qui est souvent bien plus créative que nous. 23. La justice et l'équité, une distinction subtile. Dans son éducation, il y avait une forte notion de justice, souvent rendue de manière expéditive et physique. Mais McConaughey affine cette notion en introduisant l'idée d'équité, fairness. Il explique que l'une des questions qu'il a le plus guidé dans sa vie est comment être juste. La justice peut être aveugle et appliquer la même règle à tout le monde. L'équité, c'est plus subtil. C'est prendre en compte le contexte, les intentions, les circonstances. Il donne l'exemple de ses parents qui le punissaient durement pour un mensonge, mais qui, juste après, l'emmenaient manger son hamburger préféré pour célébrer la leçon apprise. C'était brutal. Mais il y avait une forme d'équité là-dedans. La punition était pour l'acte, mais l'amour et le pardon suivaient immédiatement. La relation n'était pas rompue. Cette recherche d'équité se retrouve dans sa façon de voir le monde. Il ne croit pas à l'égalitarisme forcené, mais il croit à l'égalité des chances et à la responsabilité individuelle. Traite les autres comme tu voudrais être traité. La règle d'or est un bon début, mais il y ajoute une nuance. Parfois, les gens ne veulent pas faire ce que tu veux faire. L'équité, c'est aussi respecter les différences, comprendre que ce qui est bon pour l'un ne l'est pas forcément pour l'autre. C'est une approche plus mature de la justice, qui demande de l'empathie et du discernement. C'est moins une question d'appliquer un code de loi rigide qu'une question de naviguer les relations humaines avec intégrité et compréhension. C'est un principe qui guide ses relations personnelles et professionnelles. Être exigeant, mais juste. Tenir les gens responsables de leurs actes, mais aussi savoir pardonner et donner une seconde chance. 24. L'art de danser entre les gouttes. Cette expression poétique résume bien son approche de la vie. Au lieu de chercher à éviter la pluie, les problèmes, les difficultés, ce qui est impossible, il cherche à apprendre à danser entre les gouttes. C'est l'art de naviguer l'adversité avec une certaine grâce, une certaine légèreté. Ce n'est pas ignorer les problèmes, mais trouver un moyen de les traverser sans se laisser complètement tremper, sans se laisser abattre. Cela demande de l'agilité, de l'anticipation, de la vitesse et de la discipline. Cette métaphore s'applique à de nombreuses situations de sa vie. Quand il était coincé en Australie, il a dansé entre les gouttes, en se plongeant dans la méditation et l'écriture, transformant une expérience d'isolement en une période de croissance intérieure. Quand Hollywood l'a catalogué dans les comédies romantiques, il a dansé entre les gouttes en orchestrant sa propre disparition, pour mieux réapparaître là où on ne l'attendait pas. Quand il se fait arrêter nu en train de jouer du bongo, au lieu de se cacher de honte, il danse sous la pluie, en assumant l'histoire et en la transformant en une anecdote légendaire sur la liberté personnelle. C'est une attitude proactive face aux problèmes. Au lieu de subir, il agit. Il ne contrôle pas la pluie, mais il contrôle ses mouvements. C'est une philosophie qui promeut l'ingéniosité et la créativité face à l'inévitable. La vie va t'envoyer des averses, c'est une certitude. La question n'est pas de savoir si tu vas être mouillé, mais comment tu vas danser sous l'orage. 25. Se mettre en relatif avec l'inévitable.
Cette phrase, qui revient comme un leitmotiv, est peut-être la plus dense philosophiquement. Elle mérite d'être décomposée. L'inévitable, ce sont les faits bruts de l'existence que nous ne pouvons pas changer. La mort, le passage du temps, le fait que les choses ne se passent pas toujours comme prévu, les crises, les accidents. Ce sont les feux rouges ultimes. Tenter de lutter contre l'inévitable est une perte d'énergie, une source de frustration garantie. L'acceptation de l'inévitable est donc la première étape. Mais l'acceptation n'est pas la résignation. C'est là qu'intervient la deuxième partie de la phrase. Se mettre en relatif. Se mettre en relatif, c'est la partie sur laquelle nous avons le contrôle. L'issue d'une situation peut être inévitable, mais notre approche, notre réaction, notre interprétation de cette situation est relative, c'est-à-dire qu'elle dépend de nous. C'est notre marge de manœuvre, notre espace de liberté. Face à la mort de son père, l'inévitable, il aurait pu sombrer dans la dépression. Au lieu de ça, il a choisi de se mettre en relatif, en utilisant cette perte comme un carburant pour vivre sa propre vie plus intensément. Face au confinement de l'Australie, l'inévitable, car son père refusait de le laisser rentrer, il a mis en relatif cette situation en la transformant en une retraite spirituelle forcée. C'est la quintessence de la philosophie stoïcienne, mais formulée à la sauce texane. Ne te concentre pas sur ce que tu ne peux pas contrôler, mais sur ce que tu peux contrôler. Tes pensées, tes actions, tes choix. C'est un principe de responsabilité radicale. Tu n'es pas responsable de ce qui t'arrive, mais tu es 100% responsable de la façon dont tu y réponds. C'est là que réside le pouvoir de créer des feux verts, même à partir des situations les plus sombres. 26. La gratitude et la reconnaissance des feux verts passés. Une partie importante de sa démarche consiste à regarder en arrière, non pas avec nostalgie, mais avec un œil analytique pour identifier les feux verts a posteriori. Il soutient que de nombreux feux rouges de notre passé se révèlent être des feux verts déguisés quand on les regarde dans le rétroviseur. Le job ingrat en Australie était un feu rouge sur le moment, mais c'est devenu un feu vert pour sa construction personnelle. Se faire virer de la banque était un feu rouge, mais ça l'a libéré pour autre chose. L'échec d'une relation peut être un feu rouge, mais il peut ouvrir la voie à la rencontre de la bonne personne. Cette relecture du passé a une double fonction. Premièrement, elle cultive la gratitude. En réalisant que même les pires moments ont finalement contribué positivement à ce que nous sommes devenus, on développe une appréciation pour l'ensemble du voyage, pas seulement pour les moments faciles. Deuxièmement, elle donne confiance pour l'avenir. Si on sait que les feux rouges passés ont fini par tourner au vert, on est plus à même de faire confiance au processus lorsque de nouveaux feux rouges apparaissent dans notre vie. On se dit, « OK, ça a l'air d'être la merde maintenant, mais je sais par expérience que quelque chose de bon peut en sortir. Faisons confiance et voyons où ça nous mène. » C'est une façon de construire sa résilience en se basant sur des preuves tirées de sa propre vie. C'est pour ça que tenir un journal est si important pour lui. C'est une base de données de ses propres expériences, un catalogue de feux rouges transformé en feux verts qui lui sert de guide pour le futur. 27. L'échec comme information. Dans la culture de la réussite, l'échec est souvent vu comme une fin en soi, quelque chose à éviter à tout prix. McConaughey a une vision complètement différente. Pour lui, l'échec n'est rien d'autre que de l'information. Quand tu échoues, tu apprends quelque chose. Que cette approche ne fonctionne pas, que tu n'étais pas prêt, que ce n'était pas le bon moment ou que ce n'était tout simplement pas fait pour toi. L'échec n'est pas une condamnation de ta valeur en tant que personne, c'est un retour d'information sur ta stratégie. Point. Cette vision dédramatise complètement l'échec et en fait un outil d'apprentissage essentiel. Il a échoué dans ses premiers petits boulots, dans ses premières tentatives de réalisation, dans certaines de ses relations. Chaque échec lui a donné une information précieuse qui l'a aidé à ajuster sa trajectoire. Son refus des comédies romantiques aurait pu être un échec cuisant. Si personne ne l'avait rappelé, ça aurait été une information. Hollywood ne te voit que de cette façon. Mais même cet échec aurait été utile, car il l'aurait forcé à envisager d'autres carrières, d'autres chemins de vie. En considérant l'échec comme une simple donnée, on se libère de la peur de se tromper. On peut alors prendre plus de risques
essayer plus de choses et donc, paradoxalement, augmenter ses chances de réussir. C'est une approche très scientifique de la vie. On pose des hypothèses, nos actions, on fait des expériences, on vit, et on analyse les résultats, succès ou échec, sans y attacher de jugement moral. L'échec n'est pas l'opposé du succès, c'est une partie intégrante du chemin qui y mène. 28. Être moins impressionné et plus impliqué. C'est un autre de ses conseils pratiques, particulièrement pertinent dans son métier. Quand on est face à des gens que l'on admire, des héros, ou face à des situations qui nous intimident, la tendance naturelle est d'être impressionné. On se sent petit, on perd ses moyens, on se met en position d'infériorité. McConaughey suggère d'inverser cette dynamique, être moins impressionné et plus impliqué. Être moins impressionné ne veut pas dire être arrogant ou irrespectueux. Ça veut dire se voir comme un égal, comme quelqu'un qui a sa place à la table. Ça veut dire se concentrer sur la tâche à accomplir, sur la conversation à avoir, plutôt que sur le statut de la personne en face. Être plus impliqué, c'est la conséquence logique. Une fois qu'on a dépassé le stade de l'admiration passive, on peut s'engager activement dans la situation. On pose des questions, on participe, on contribue. C'est ce qu'il a dû apprendre en arrivant à Hollywood. S'il avait été constamment impressionné par les stars avec qui il tournait, il n'aurait jamais pu livrer une performance crédible. Il a dû se dire « Ok, c'est Samuel L. Jackson, mais aujourd'hui, c'est mon collègue de travail et on a une scène à construire ensemble. » C'est un conseil qui s'applique à tous les domaines de la vie. Face à un entretien d'embauche, un rendez-vous important, ou n'importe quelle situation qui génère du stress, le fait de se concentrer sur l'implication plutôt que sur l'impression peut changer radicalement la dynamique. On passe d'un état passif et intimidé à un état actif et confiant. C'est un changement de posture mentale qui peut faire toute la différence. 29. Le processus créatif, de la déconstruction à la construction. La manière dont il a abordé son rôle pour Dallas Buyers Club est une étude de cas fascinante sur son processus créatif, qui peut être généralisé à sa façon de résoudre les problèmes. Pour jouer Ron Woodroof, un homme atteint du sida qui fait de la contrebande de médicaments, il ne s'est pas contenté de perdre du poids. Il a entrepris un processus de déconstruction pour ensuite reconstruire le personnage. La déconstruction a consisté à s'isoler du monde, à se couper de ses habitudes, de ses amis, de la lumière du jour. Cette perte de poids extrême n'était pas seulement physique, elle était aussi psychologique. En se privant de nourriture et de contact social, il s'est vidé de Matthew McConaughey pour faire de la place à Ron Woodroof. Il a étudié les journaux intimes du vrai Ron Woodroof. Il s'est imprégné de sa colère, de sa rage de vivre, de son intelligence de la rue. La phase de construction a été de donner vie à tout cela devant la caméra. Ayant fait tout ce travail préparatoire, il n'avait plus besoin de jouer la colère ou la maladie. Il était Ron Woodroof. Il était sur la bonne fréquence. Le processus est le même pour n'importe quel grand défi. Il faut d'abord déconstruire le problème, le décomposer en ses éléments les plus simples, se débarrasser des idées préconçues. Ensuite, on peut commencer à construire une solution, brique par brique, en se basant sur une compréhension profonde du problème. C'est une méthode qui demande de la discipline et un engagement total. On ne peut pas faire les choses à moitié. C'est ce que son père lui avait dit. Pour obtenir un résultat exceptionnel, il faut un processus exceptionnel. Sa performance, récompensée par un Oscar, n'est pas le fruit du hasard, mais l'aboutissement d'un processus de déconstruction et de reconstruction radicale. 30. La spiritualité pragmatique. Le livre est imprégné de spiritualité, mais une spiritualité très pragmatique, loin de tout dogme rigide. Il a été élevé dans une famille religieuse, mais il a développé sa propre relation avec la foi. Il parle de Dieu, de prière, mais aussi de karma, d'intuition, de rituels chamaniques au Pérou. C'est un syncrétisme très personnel. Pour lui, la foi n'est pas une question de suivre des règles ou d'appartenir à une église, c'est un outil pour naviguer la vie. La prière n'est pas forcément une demande adressée à une entité supérieure. Ça peut être une conversation avec soi-même, une façon de clarifier ses intentions. Il croit fermement que l'univers conspire à nous rendre heureux. Mais ce n'est pas un optimisme naïf. C'est une croyance qui informe ses actions.
S'il croit que l'univers est de son côté, il sera plus enclin à prendre des risques, à faire confiance à son intuition, à voir les opportunités là où d'autres voient des obstacles. C'est une prophétie autoréalisatrice. Sa spiritualité est orientée vers l'action. Croire en quelque chose de plus grand que soi est utile si ça t'aide à être une meilleure version de toi-même, à être plus courageux, plus résilient. Il cherche l'Église sans avoir à naître de nouveau, la médecine qui a bon goût. Il prend ce qui fonctionne pour lui dans différentes traditions et rejette le reste. C'est une spiritualité à la carte, mais qui semble profondément ancrée et sincère. C'est une autre facette de sa logique de hors-la-loi. Même avec Dieu, il prend ce qui l'arrange et fait les choses à sa manière. 31. La notion de timing, le sien et celui du monde. La réussite, selon McConaughey, est une intersection entre notre timing personnel et celui du monde. Il ne suffit pas d'être prêt. Il faut aussi que le monde soit prêt pour ce que tu as à offrir. Il a peut-être été prêt à jouer des rôles complexes bien avant son méconnaissance. Mais Hollywood n'était pas prêt à le voir autrement que comme un bellâtre de comédie romantique. Il a dû attendre que le timing du monde change. Ou plutôt, il a contribué à le changer en créant un vide, une attente. Cette notion de timing est cruciale pour comprendre quand persister, pivoter ou concéder. Parfois, on persiste alors que le moment n'est tout simplement pas le bon. Le bon timing, c'est quand notre préparation, notre cible, rencontre une opportunité, une flèche envoyée par le monde. C'est ce qu'il appelle être dans la zone, sur la fréquence. On ne peut pas toujours contrôler le timing du monde, mais on peut contrôler notre propre préparation. Le travail consiste à être toujours prêt, de sorte que lorsque la fenêtre d'opportunité s'ouvre, on soit capable de sauter à travers. C'est une danse entre l'action et la patience. Agir pour se préparer et être patient en attendant que le moment soit propice. Il y a une part de chance là-dedans, bien sûr, mais il croit que la chance sourit à ceux qui sont préparés. Attraper des feux verts, c'est en partie une question de chance, mais c'est surtout une question de savoir se positionner sur la route pour maximiser ses chances d'en rencontrer. 32. La conclusion de l'œuvre. Une lettre d'amour à la vie. Le livre se termine comme il a commencé, par une déclaration d'amour à la vie. Pas une vie parfaite, idéalisée, mais la vie telle qu'elle est. Un mélange de beauté et de brutalité, de joie et de peine, de succès et d'échec. C'est l'acceptation de ce package complet qui est la clé de la satisfaction. Le but n'est pas d'éliminer les feux rouges, mais d'apprendre à les aimer, ou du moins à les apprécier pour les leçons qu'ils nous apportent. Chaque cicatrice raconte une histoire. Chaque échec est une marche d'escalier. En partageant son album, ses feux verts, McConaughey ne cherche pas à se poser en modèle. Il cherche à montrer qu'une vie bien vécue n'est pas une ligne droite vers le haut, mais une route sinueuse, pleine de détours, de pannes et de paysages magnifiques. Le message final est une invitation à l'action. Écris ton CV, vise-le. N'attends pas la permission. Ne suis pas le plan de quelqu'un d'autre. Trouve tes propres valeurs, tes propres bumper stickers, tes propres feux verts. Sois l'auteur de ta propre histoire, avec tous ses chapitres glorieux et merdiques. C'est un livre qui, sous des dehors de mémoire de star, est en réalité un manuel de philosophie pratique, un guide pour être un peu plus soi-même dans un monde qui nous pousse constamment à être quelqu'un d'autre. C'est un appel à vivre avec plus d'audace, plus d'honnêteté et un putain de bon sens de l'humour. 33. L'importance du risque et du pari. La vie de McConaughey, telle qu'il la raconte, est une succession de paris. Son père parie sa moto pour que son fils pisse plus haut qu'un géant. McConaughey lui-même parie sur une carrière d'acteur contre l'avis de tous, puis il parie sur son retrait des comédies romantiques au sommet de sa gloire. Il y a une croyance profonde chez lui que la vie sans risque n'est pas une vie. Le risque n'est pas une imprudence, c'est un engagement. C'est croire assez en soi ou en une idée pour y miser quelque chose d'important. Sa réputation, son argent, son temps. C'est ce que son père aimait. Gagner quelque chose plutôt que de l'acheter. La victoire a plus de saveur quand il y a eu un enjeu, quand on a risqué de perdre. Cette mentalité du parieur explique son attirance pour les escroqueries et les bons coups, hustle et grift. Ce n'est pas tant l'appât du gain facile qui l'attire que le plaisir du jeu,
l'excitation de déjouer le système, de trouver une faille, un angle d'attaque que personne n'a vu. C'est une forme d'intelligence pratique, une intelligence de la rue qu'il a héritée de son père et de sa mère. Sa mère qui plagie un poème, c'est un pari. Elle parie que personne ne s'en rendra compte et que même si c'est le cas, les conséquences seront gérables. Ce goût du risque calculé est une compétence essentielle dans sa vision du monde. Il faut savoir quand jouer petit et quand faire tapis. La vie, comme le poker, est un mélange de chance et de stratégie. On ne contrôle pas les cartes qu'on reçoit, mais on contrôle la façon dont on les joue. Et parfois, pour gagner gros, il faut savoir bluffer. 34. La notion de débrouillardise. Hustle. Le mot hustler revient souvent et il est important de le comprendre dans son double sens. Il y a le hustler au sens de travailleur acharné, celui qui ne compte pas ses heures, qui fait le sale boulot. C'est le McConaughey qui nettoie les cages à poules en Australie ou qui étudie ses rôles jusqu'à l'épuisement. Et puis il y a le hustler au sens de débrouillard, d'arnaqueur, grifter, celui qui sait vendre, charmer, retourner une situation. C'est le McConaughey qui persuade un directeur de casting dans un bar de lui donner un rôle ou qui utilise son charme pour se sortir de situations compliquées. Pour lui, ces deux facettes ne sont pas contradictoires, elles sont complémentaires. Pour réussir, il faut les deux. Il faut la discipline de l'ouvrier et l'ingéniosité de l'artiste de l'arnaque. Il faut savoir travailler dur, mais il faut aussi savoir travailler intelligemment. C'est cette combinaison qui lui a permis de naviguer dans le monde impitoyable Hollywood. Il n'est pas arrivé avec un nom, une fortune ou un talent brut qui éclipsait tous les autres. Il est arrivé avec sa capacité à travailler plus dur que les autres et sa capacité à créer des opportunités là où il n'y en avait pas. Cette philosophie de la débrouillardise est très américaine, très self-made man, mais avec une touche de hors-la-loi texan. Il ne s'agit pas seulement de suivre les règles et de grimper les échelons, il s'agit aussi de savoir quand contourner les règles, quand créer ses propres échelons. 35. L'authenticité comme stratégie ultime. S'il y a un fil conducteur qui traverse toutes ces histoires, c'est la quête de l'authenticité. Être plus soi-même est son objectif ultime. C'est paradoxalement ce qui lui a apporté le plus de succès. Son premier rôle, il l'a obtenu en étant simplement lui-même dans un bar. Son Oscar, il l'a obtenu en se dépouillant de tout ce qui était lui pour trouver l'authenticité d'un autre personnage. Le méconnaissance a été une quête pour retrouver une forme d'authenticité artistique qu'il avait perdue. Sa relation avec sa femme a commencé parce qu'elle a vu le vrai lui, pas la star de cinéma. Dans un monde et un métier basé sur l'image, l'apparence, le faux-semblant, l'authenticité devient une stratégie radicale. C'est sa marque de fabrique. Mais ce n'est pas une authenticité calculée, marketing. C'est une authenticité qui vient de l'introspection, du travail sur soi, de l'acceptation de ses propres contradictions, de ses parts d'ombre et de lumière. C'est être à l'aise avec qui on est, avec ses cicatrices, ses échecs, ses bizarreries. Son livre est un acte d'authenticité radicale. Il ne cache rien, ni la violence de son enfance, ni ses propres conneries, ni ses moments de doute. En se montrant tel qu'il est, il invite le lecteur à faire de même. L'idée finale est que le plus grand feu vert que l'on puisse s'accorder, c'est la permission d'être soi-même, sans excuse et sans compromis. Et c'est peut-être la chose la plus difficile et la plus libératrice qui soit. 36. L'héritage d'une masculinité complexe. Le livre peut aussi être lu comme une réflexion sur la masculinité américaine moderne, vue à travers le prisme d'une éducation texane à l'ancienne. Il y a tous les stéréotypes du mâle alpha, la force physique, la compétition, la suppression de la douleur, les rites de passage violents. La bagarre entre son père et son frère est un archétype de la passation de pouvoir patriarcal. Cependant, McConaughey présente une vision plus complexe. Son père, ce bear of a man, aimait aussi la poésie, peignait et faisait du ballet. Il était capable d'une violence extrême et d'une tendresse infinie. McConaughey lui-même incarne cette complexité. Il est l'aventurier qui dort dans sa caravane, mais aussi le père de famille dévoué. Il est l'acteur physique qui n'hésite pas à se transformer pour un rôle, mais aussi l'intellectuel qui passe des années à tenir des journaux philosophiques. Il ne rejette pas l'héritage de masculinité de son père, il l'intègre et le dépasse.
Il garde la force, la discipline, la responsabilité, mais il y ajoute une dimension d'introspection, de vulnérabilité et de conscience de soi que son père n'avait peut-être pas. Il est capable de parler de ses peurs, de ses doutes, de l'agression sexuelle qu'il a subie, des thèmes qui sont souvent tabous dans une vision traditionnelle de la masculinité. En cela, le livre propose un modèle de masculinité qui n'est ni toxique ni déconstruit, mais simplement plus complet. Un modèle où l'on peut être à la fois fort et sensible, brutal et aimant, un hors-la-loi et un philosophe. C'est l'acceptation de ses propres paradoxes qui le rend, finalement, plus humain. Principale thèse de l'auteur. Cette section finale synthétise les concepts et philosophies fondamentaux qui structurent l'ensemble de l'œuvre de Matthew McConaughey, Greenlights. Ces thèses, présentées ici sous forme de principes directeurs, constituent l'essence de son approche de la vie. 1. La vie est un système de feux de signalisation. Apprenez à naviguer. La thèse centrale du livre est que la vie fonctionne comme un réseau routier avec des feux verts, jaunes et rouges. Les feux verts sont des confirmations, des succès, des moments où la vie dit oui. Les feux jaunes sont des avertissements qui nous incitent à ralentir, et les feux rouges sont les obstacles, les échecs, les tragédies. L'erreur est de croire que le but est d'éviter les feux rouges. C'est impossible. Le véritable art de vivre, the art of living, consiste à apprendre à naviguer ces feux. La clé du bonheur ne réside pas dans une succession ininterrompue de feux verts, mais dans notre capacité à reconnaître que les feux jaunes et rouges sont souvent des feux verts déguisés, ou des détours nécessaires qui, avec le temps et la bonne perspective, nous mènent à de nouvelles opportunités. On peut créer des feux verts par la préparation et le travail acharné, mais on peut aussi en attraper par la chance et l'intuition. Le but est donc de devenir un meilleur conducteur sur l'autoroute de la vie, capable d'anticiper, de réagir et de transformer les obstacles en tremplins. 2. La responsabilité radicale. Se mettre en relatif avec l'inévitable. Face aux événements de la vie, il y a ce qui est inévitable, la mort, les crises, les actions des autres, et ce qui est relatif, notre réaction. L'auteur soutient que nous devons accepter pleinement ce que nous ne pouvons pas changer pour concentrer toute notre énergie sur ce que nous pouvons contrôler. Notre attitude, nos choix, notre perspective. C'est une philosophie de responsabilité radicale. On n'est pas responsable de ce qui nous arrive, mais on est entièrement responsable de l'histoire qu'on se raconte à ce sujet. Un même événement peut être une tragédie ou une leçon, selon le relatif qu'on choisit d'adopter. Cette prise de pouvoir sur notre propre narration est l'outil le plus puissant pour transformer les feux rouges en feux verts. 3. L'authenticité comme stratégie. Être plus soi-même. Dans un monde qui pousse à la conformité, la quête ultime de l'auteur est d'être plus soi-même. L'authenticité n'est pas un état passif, mais un processus actif qui demande de l'introspection, via les journaux, de la solitude choisie, pour se déconnecter du bruit extérieur. Et du courage, pour assumer ses propres contradictions et cicatrices. Paradoxalement, c'est en étant le plus authentiquement lui-même qu'il a obtenu ses plus grands succès professionnels et personnels. Cette thèse suggère que l'alignement avec ses propres valeurs et sa propre fréquence est la stratégie la plus efficace pour attirer le succès et la satisfaction. Une idée résumée par la maxime « La cible attire la flèche ». 4. L'échec est une information, pas une condamnation. L'auteur dédramatise complètement l'échec. Un échec n'est pas un jugement sur notre valeur, c'est simplement une information. Il nous indique qu'une certaine approche n'a pas fonctionné. En adoptant cette vision, on se libère de la peur de se tromper, ce qui permet de prendre plus de risques, d'expérimenter davantage et, in fine, d'apprendre plus vite. L'échec n'est pas l'opposé du succès, mais un composant essentiel du chemin qui y mène. Chaque non est une donnée qui nous aide à affiner notre trajectoire vers le prochain oui. 5. La logique de hors-la-loi. Maîtriser les règles pour mieux les briser. Hérité de son éducation, cette logique stipule qu'il faut d'abord maîtriser les fondamentaux, les règles, la discipline, bloquer et plaquer, avant de pouvoir s'autoriser à les transgresser avec créativité et panache. C'est un équilibre entre la structure et la liberté, le respect de l'autorité et la rébellion. Cette philosophie s'applique à tous les domaines.
Il a fallu qu'il apprenne les bases du métier d'acteur pour pouvoir ensuite improviser All right, all right, all right. Il a fallu qu'il maîtrise les codes d'Hollywood pour pouvoir ensuite les défier en refusant les comédies romantiques. C'est l'idée que la vraie liberté ne vient pas de l'absence de règles, mais de la maîtrise de ces règles, au point de pouvoir jouer avec. 6. Vivre son héritage maintenant. Plutôt que de concevoir l'héritage comme quelque chose que l'on laisse après sa mort, l'auteur propose de le vivre maintenant. Notre héritage est la somme de nos actions quotidiennes, la manifestation de nos valeurs en temps réel. Le CV que nous écrivons chaque jour par nos choix et nos comportements est plus important que l'éloge funèbre qui sera lu à la fin. C'est un appel à une vie intentionnelle, où chaque action est alignée avec la personne que l'on souhaite être et le souvenir que l'on souhaite laisser. La vie n'est pas une répétition générale. C'est la première et unique représentation. Voilà, j'en ai fini. Je vous remercie.